Super. Eh bien, merci. Tout d'abord, merci pour l'invitation à ces webinaires. C'est vraiment très sympa. Et je vais effectivement parler hop, alors, attends, excusez-moi juste. Hop, j'enlève ça. Des effets de bord dans la simulation de monocouches de particules désordonnées. Alors, pour commencer, déjà, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse de plus en plus à ces monocouches de particules désordonnées? C'est tout simplement parce que elles sont aujourd'hui fabricables relativement facilement par voie colloïdale et sur des surfaces de plus en plus grandes. On passe du micromètre au millimètre, puis progressivement au centimètre. Et un autre intérêt de ces surfaces désordonnées, c'est qu'en exploitant les résonances de ces particules, sur des substrats ou non, et le désordre, on va pouvoir tout simplement améliorer les applications des métasurfaces déjà existantes, comme dans le photovoltaïque ou pour l'émission lumineuse, pour ne citer que ces deux applications. La problématique qu'on va avoir numériquement avec ça, Philippe l'a déjà évoqué, c'est que on a un grand nombre de particules, on veut simuler un grand nombre d'interactions et on est forcément limité par le nombre de particules qu'on va pouvoir prendre en compte dans nos simulations. Ça, c'est la première problématique associée à ces surfaces. La deuxième, elle est plus liée tout simplement à ce que l'on peut voir quand on va faire diffuser une surface désordonnée. Imaginons qu'on prenne un faisceau incident monochromatique, qu'on éclaire une de ces surfaces composées de particules et qu'on récupère la réponse sur un écran, comme sur cette photo. Alors, ce qu'on va voir, ça va être la réponse spéculaire, donc ce point, ce spot très brillant dans la direction spéculaire justement. Mais étant donné qu'on éclaire une surface finie de cette structure, on va aussi avoir un phénomène de speckle, donc c'est un pattern d'interférence avec tous ces points répartis sur l'écran. Et ce speckle, dans le détail, il dépend des interférences au niveau des particules qui vont diffuser, et donc il dépend forcément de la position déterminée de ces particules. Et si je balade mon faisceau sur ma surface, eh bien, je verrai un autre speckle ou statistique identique, mais différent. Et du point de vue de la simulation, quand on va vouloir faire une réalisation d'un désordre, c'est exactement ce qu'on va pouvoir voir. Et au final, ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse pour caractériser la surface. On sera plutôt intéressé en fait par des réponses moyennes. Et numériquement, quand on va calculer la diffusion d'une réalisation de cette surface, on va avoir un champ diffusé qui va être la somme d'un champ moyen, qui lui va être commun dans toutes les réalisations et être impliqué surtout dans la part, uniquement dans la part spéculaire de la réponse de la structure. Et en plus, en termes de champ, on aura une partie fluctuante qui va varier de réalisation en réalisation. Donc, pour avoir des réponses moyennes, on va passer par de l'homogénéisation et donc numériquement, on va vouloir faire beaucoup de réalisations et considérer des champs moyens sur des structures finies. Et ça va poser quelques problèmes. Alors, pour comprendre déjà qu'est-ce qui se passe conceptuellement quand on éclaire tout simplement, imaginons dans un cas simple, on a une surface désordonnée qui est constituée de particules qui est infinie dans un plan, donc, et on va l'éclairer par une onde plane. Quand les particules vont voir ce champ, elles vont se polariser, mais elles vont aussi voir le champ diffusé par toutes les autres particules. Et en moyenne, dans une structure comme ça, le champ qui va exciter les particules, le champ moyen qui va exciter les particules, va être homogène dans l'espace. Et ça, quand on va faire notre procédure de moyenne, ça va correspondre en fait à essayer de décrire un slab homogène, polarisé uniformément dans l'espace. Ça, c'est très bien, puisque si on éclaire avec une onde plane et qu'on regarde le champ autour de cette structure, on va récupérer en moyenne une onde plane et on va pouvoir facilement définir des coefficients classiques de réflexion ou de transmission. Maintenant, si on essaie d'homogénéiser une structure finie, eh bien, on va partir de structures avec un nombre fini de particules représenté ici. Il va nous manquer des particules sur les bords. Et donc, le champ moyen qui va venir exciter les particules et causer leur réponse ne va pas être homogène dans l'espace cette fois-ci. On va avoir directement ce que je vais appeler ici des effets de bord, à savoir que la polarisation moyenne induite dans le matériel équivalent homogène ne va pas être uniformément distribuée et on aura surtout des problèmes au niveau des bords. Et on espère qu'au niveau du centre, plus on se rapproche du centre de la structure, plus le champ moyen qui va exciter ces particules va ressembler à celui d'une surface infinie. Et évidemment, on a aussi un deuxième problème, c'est tout simplement puisqu'il nous manque des particules, les particules qui ne sont pas là ne sont pas là pour diffuser. Et comme on considère un objet de taille finie, ce qu'on va récupérer en termes de champ moyen autour de la structure, eh bien, ça sera un champ moyen qui ne sera pas une onde plane.
Et en regardant ce champ, on aura du coup du mal à définir les coefficients de réflexion et de transmission, puisque ce champ va varier dans l'espace tout autour de la structure. Et la question qu'on s'est posée, c'est comment, à cause de ces deux problèmes de concept, on va pouvoir, à partir de cartes de champ moyens diffusées par ces surfaces, réussir à définir ces coefficients. Donc, comment trouver quelque chose qui ressemble à une onde plane dans ce champ moyen. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, on va considérer des systèmes relativement simples. Donc, on va considérer des ensembles finis de particules de silicium, mais simples, mais quand même relativement réalistes, puisque ces particules, on va prendre en compte leur réponse à la fois dipolaire électrique et magnétique. D'un point de vue simulation, pour nous, une particule, c'est un couple de dipôles électriques et magnétiques. On va prendre ces paramètres, donc avec des pertes, par exemple, pour les particules, des particules qui ne sont pas, qui sont quand même sont pas si petites que ça, 70 nanomètres de rayon, et on va les éclairer de manière à exciter une résonance et de façon à ce qu'elles diffusent beaucoup. La prochaine étape, une fois qu'on sait comment décrire la réponse d'une particule, eh bien, c'est de décrire la réponse d'un ensemble, prendre en compte toutes ces interactions. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer de ce que je vais appeler des réalisations du désordre. Et une réalisation du désordre, ça va correspondre à un jeu de données tiré aléatoirement de coordonnées XY pour nos particules distribuées dans un plan. Et on va les distribuer plus spécifiquement, très classiquement, dans un disque. Et on va faire ça pour plusieurs réalisations, qui sont chacune décrites par leurs statistiques. Et l'idée, ça va être de venir calculer, comme sur ces cartes, dans un plan au-dessus de notre structure, le champ moyen, et d'essayer de trouver une onde plane qui serait insensible à la taille de la structure et qui donc nous donnerait une information sur la réponse d'une surface infinie, dépourvue d'effets de bord et de taille. Alors évidemment, si on fait ça sur une seule réalisation, on a le champ diffusé total et on a besoin de ce processus de moyenne pour séparer le champ moyen des fluctuations. Alors j'ai fait ça pour plusieurs tailles de structures. Donc je conserve les statistiques et que j'augmente la taille de structure. Et je le fais pour un millier de réalisations. Alors le système est relativement simple, mais on va voir déjà pas mal de choses. Et pour vous donner un ordre d'idée, pour un millier de réalisations, obtenir une carte au-dessus d'un disque de 5 nanomètres, de 5 lambda de rayon, on a à peu près 350 particules. C'est pas beaucoup. C'est pas des particules complexes, on n'a pas de substrat, donc les calculs sont relativement rapides. Mais déjà, rien que cette carte, elle me prend 1 heure de calcul. Et comme je vais vouloir faire varier la taille de mon échantillon pour voir quelle est l'influence de cette taille et chercher des points non influencés par cette taille, ça prend évidemment plus de temps. L'idée, c'est vraiment d'analyser l'effet de bord plus que la complexité des systèmes. On pourra simuler plus tard des systèmes plus complexes. Donc, ce qu'on voit déjà dans un premier temps, c'est qu'évidemment, sur les côtés, on n'a aucun espoir de trouver une onde plane, mais ça, on s'y attendait, c'est normal, on homogénise, et on a au final un slab avec des bords. Mais on s'attendait quand même à ce que, à force d'augmenter la taille de notre structure, qu'on homogénéise, on s'attendait à pouvoir voir, évidemment loin des bords et le plus près possible de la structure, une certaine forme d'onde plane. Et ce n'est pas exactement ce qu'on voit. Et on voit surtout qu'on a des oscillations, ces espèces de taches de contraste là au-dessus de notre structure, qui persistent même quand on augmente relativement, quand on passe à une structure relativement grande. Et visuellement, là, en regardant ces cartes, on peut se dire que, effectivement, en se mettant proche, par exemple ici, eh bien, on a la sensation, en comparant les cartes, que le champ ne varie finalement pas tant que ça et qu'il pourrait correspondre à ce qu'on cherche, qui serait presque stabilisé ou convergé en termes de taille, si je puis dire. Alors, si je me place dans ces cartes-là, juste au-dessus, là où on a la sensation visuelle que les choses se passent plutôt bien, qu'on a ce qu'on recherche, eh bien, et que je trace le champ en fonction de la taille de la structure, eh bien, on voit que la sensation visuelle, en fait, elle n'est pas très, très bonne, puisqu'on remarque que le champ va osciller énormément en ce point-là, en tout cas, même si c'est le meilleur point visuel, le champ va énormément osciller avec la taille de la structure. Et si l'on voulait, par exemple, convergence, il faudrait augmenter de beaucoup la taille de la structure, ce qui est gênant, puisque augmenter la taille, c'est augmenter le nombre de particules, ça va varier en carré du nombre de particules, le rayon.
Et on va se retrouver très très vite avec, on va passer de plusieurs centaines à des milliers, puis plusieurs milliers de particules, et là on va avoir des problèmes numériques assez importants. Donc le système est relativement simple, mais pour essayer d'avoir une petite explication intuitive de pourquoi ces oscillations avec le rayon, il faut encore simplifier les choses. L'idée, c'est qu'au lieu d'adopter un point de vue numérique en multipliant le nombre de réalisations et en faisant des sommes, on peut aussi voir le champ moyen comme étant le résultat d'un produit entre un tenseur de Green et une distribution de densité de polarisation moyenne dans une surface. En fait, on voit notre disque comme équivalent à une surface homogène de sources qui vont être décrites par cette distribution. Et dans ce cadre-là, on peut faire plusieurs hypothèses très simplificatrices. La première, c'est qu'on va supposer que la distribution de polarisation de densité moyenne est constante. Donc, on néglige complètement les effets de bord dont j'ai parlé tout à l'heure, et on suppose que toutes nos sources qui constituent cette surface homogène sont en phase et émettent avec la même amplitude. La deuxième hypothèse, pour simplifier les choses, c'est qu'on va considérer en fait que la part lointaine du tenseur de Green, qui lui va lier le champ émis en un point à une source en un autre point. Et on va surtout s'intéresser, du point de vue du concept, à sa part oscillante, donc la fonction de Green scalaire, en fait l'exponentielle IK R sur R. Et si on s'intéresse au champ au centre de la structure, pour des raisons de symétrie, au centre d'un disque de rayon L, et que ce champ il est ce qu'il est, il est la somme de toutes les interférences entre tous les dipôles composant cette structure. Et si on augmente d'une petite couronne delta L, eh bien en fait, quand on observe le tenseur de Green, on va voir que un petit élément de surface dA d'un côté aura une certaine phase qui va dépendre de la distance au centre, et le petit élément de surface dB aura exactement, dans ce cadre-là, la même phase par rapport au centre. Et donc, si l'on augmente encore et encore à chaque fois cette petite couronne, toutes les contributions supplémentaires de cette couronne vont venir interférer constructivement. Elles ont la même phase, donc elles vont interférer constructivement. Et on va se retrouver au final avec un champ au centre qui va systématiquement osciller périodiquement avec le rayon du disque. Donc en fait, dans ce cadre-là, on n'a aucun espoir d'atteindre une forme de convergence en termes de champ proche. Alors, toujours dans le cadre de cette distribution uniforme de densité de polarisation, on a pensé à un système qui pourrait contrebalancer cet effet d'interférence systématiquement constructive. L'idée, c'est de considérer non pas des surfaces en forme de disque, mais des surfaces composées de deux demi-disques. Et ces deux demi-disques sont designés pour que la différence de rayon entre les deux soit de lambda sur 2. Et ça fait en fait en sorte que un élément de surface d'une couronne sera systématiquement en opposition de phase avec un élément de surface de l'autre couronne. Et dans ce cas-là, et toujours dans le cadre de ces hypothèses relativement simples, eh bien, si on considère le champ moyen rayonné par cette structure en double demi-disque, au centre du disque, on va se rendre compte qu'il est complètement indépendant de la taille du disque. Et on espère trouver, grâce à ça, un champ qui soit complètement indépendant de la taille du disque, donc représentative d'une surface infinie. Alors, voici les résultats de ce petit modèle. Mais ça, ce n'est pas le modèle. Ça, c'est des résultats de calcul exact en passant par les moyennes, en résolvant le problème d'interaction entre toutes les particules. À gauche, ce sont les cartes que l'on a déjà vues, donc avec les patterns d'oscillation. La courbe bleue du champ en fonction de la taille, que l'on a déjà vu aussi tout à l'heure. Et à droite, on a le même genre de carte dans l'axe de jonction au-dessus de cette structure en double demi-disque. Et alors, ça marche bien sur cet exemple-là, ce qui est plutôt surprenant parce que notre petit modèle, il est censé marcher qu'au centre du disque. Au-dessus, il n'est pas censé fonctionner, même avec les hypothèses simplificatrices, en tout cas pas exactement. Et ce qu'on voit, c'est que visuellement, déjà, on a l'air, en faisant cette petite modification, donc juste en rajoutant une petite couronne de particules autour de notre disque, on va s'offrir une zone spatiale dans laquelle on va pouvoir essayer de capter l'onde plane que l'on recherche pour décrire notre surface infinie à partir d'une surface finie. Et on l'a vu tout à l'heure, visuellement, ce n'est pas forcément un bon indicateur, ces cartes de champ, et donc on replace un point de sonde juste au-dessus, là où on a l'impression que ça marche le mieux, et on fait varier
la taille de la structure. Et ce qu'on voit, c'est cette courbe-là en orange, qui évidemment va osciller pour les petites tailles, commencer à osciller également pour les petites tailles, parce que de toute façon, ce n'est pas censé marcher pour les toutes petites tailles. Il faut quand même qu'on ait une différence de lambda sur 2 entre les deux rayons. Et on est au-dessus de la structure, donc on n'est pas censé non plus avoir une convergence parfaite dans le cas de notre modèle. Mais là, on n'est pas dans le cadre du modèle, on a les effets de bord, les effets de polarisation induits. On a des dipôles électriques et magnétiques, un système qui n'est pas simple, qui est simple, mais qui n'est pas simpliste non plus. Et on voit que qu'en augmentant la taille, en fait, on a toujours des oscillations qui se prolongent sûrement, mais déjà, à taille identique, en fait, l'intérêt de cette petite méthode, c'est qu'à taille identique, donc à nombre de particules pratiquement identiques, moyennant les particules supplémentaires sur la couronne, on se retrouve avec un champ qui n'oscille pratiquement pas. Et donc, si par exemple, je considère une structure de 2 lambda de rayons, ce qui dans mon cas, avec mes paramètres, va me faire un peu plus d'une cinquantaine de particules, et donc faire le calcul un millier de fois sur une cinquantaine de particules, j'ai un résultat qui, quoi qu'il arrive, sera beaucoup plus précis par rapport à ce que je cherche que si je prends juste la structure classique en disque. J'ai essayé aussi avec des carrés, ça fait un peu la même chose, on oscille et on converge très très mal. Et donc l'intérêt, c'est qu'on peut passer de simulations nécessitant plusieurs centaines, plusieurs milliers de particules pour essayer d'avoir un champ proche convergé, à des simulations qui demandent tout simplement moins d'une centaine de particules. Et donc là, on va pouvoir envisager de rajouter un substrat potentiellement complexe. On va pouvoir envisager d'avoir des particules que l'on va décrire de manière beaucoup plus complexe que simplement par un couple de dipôles. Et on va pouvoir commencer à envisager à extraire le champ d'une surface infinie avec des particules relativement complexes. Donc au final, dans cette présentation, le point principal, une chose à retenir, c'est que, bien que, je l'ai dit au début, on espérait trouver quelque chose de convergé au-dessus de la structure en raison du fait qu'on va se retrouver loin des bords et proche du centre, là où la densité de polarisation est censée être correcte, même si elle ne l'est pas exactement. Mais au final, les interactions à longue portée elles sont difficilement négligeables. Et sans ce petit trick de rajouter une demi-couronne bien choisie pour pour utiliser un phénomène d'interférence et annuler la dépendance en taille de la structure, eh bien, on aurait énormément de mal à faire converger ces structures. Et avec ce petit trick, on va gagner du temps de calcul, de l'espace mémoire, puisqu'on aura besoin de structures plus petites au final. Alors ça, c'est des résultats des travaux des derniers mois. Évidemment, il y a beaucoup de choses à approfondir pour comprendre intuitivement comment régler ce problème d'oscillation. On a dû passer par un modèle simple et négliger le fait que la distribution de densité de polarisation induite moyenne, elle ne sera pas du tout homogène. Elle va évidemment être inhomogène. On s'attend à ce qu'elle soit plus compliquée sur les bords et elle peut également varier au centre et à l'intérieur. Ça va jouer. C'est ce qu'on essaie d'explorer en ce moment même. Et l'idée de comprendre cette distribution, en plus des effets d'interférence liés à l'absence des particules, c'est qu'on espère pouvoir, alors pas forcément dans cette géométrie particulière, mais avec une bonne compréhension, bien utiliser le même genre de technique pour généraliser ceci à des incidences non normales, ce qui donnerait quand même un intérêt supplémentaire à ce qui n'est qu'une petite méthode pour l'instant, qu'une petite méthode pour améliorer la vitesse de calcul et la convergence des résultats. Alors ici, évidemment, je n'ai parlé que de la partie du champ moyen, puisque c'est celle qu'on peut explorer par ces méthodes en regardant le champ au-dessus, puisque la moyenne du champ diffus de réalisation en réalisation est par définition nulle. Et à plus long terme, on espère qu'avec cette compréhension qu'on espère qu'on peut acquérir, on puisse imaginer une technique pour également prédire l'intensité diffuse, donc le champ moyen diffusé par une structure désordonnée, en utilisant des calculs de taille finie, mais en calculant celui qui correspondrait à une surface infinie. Et je vous remercie de votre attention.